Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Nicolas Mirkovic. On est dans une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va revenir sur cette journée d'investiture du désormais 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Et le moins qu'on puisse dire, Nicolas Mirkovic, c'est qu'il y a beaucoup à dire. Oh, c'est certain, hein. On l'avait dit, toute la campagne de Trump était une campagne qui était décalée, une campagne où Trump s'engageait à vraiment chambouler l'ordre américain, renverser les tables de l'establishment et revenir sur beaucoup de décisions qui avaient été prises par ses prédécesseurs. Il était assez, on va dire, peut-être, je ne sais pas si visionnaire est le bon terme, on verra plus tard, mais il a une vision, en tout cas on peut dire ça, pour les États-Unis. Et là, dans son discours d'investiture, on ne peut pas dire qu'il est allé avec le dos de la cuillère. Il a clairement il a clairement dit qu'il allait mettre en place une bonne partie de ce qu'il a mis dans son programme. Alors, on juge un arbre à son fruit, on va voir ce que cela donne. Mais en tout cas, c'est certain qu'il a fait très plaisir à ses partisans, à ceux qui militent pour lui, à ceux qui l'ont soutenu, à ceux qui l'ont suivi. Il leur a donné exactement ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ça a dû être certainement très difficile pour les présidents Obama, Biden, même Bush, qui était au Capitole, qui entendait ce que Trump annonçait, tant sur l'immigration que sur le wokisme, que sur la politique énergétique ou l'écologie, qui avaient été énormément mis en avant par Biden et ses prédécesseurs. Mais on va voir ce qu'il va faire dans les prochains jours. Il a annoncé qu'il allait signer plus d'une centaine de décrets présidentiels, certains parlent même de 200, hein, pour que les gens se rendent compte. C'est quasiment la totalité de ce qu'il avait fait comme décret présidentiel en 4 ans lors de son premier mandat. Donc, il est arrivé, il a dit qu'il allait changer la politique américaine et c'est exactement ce qu'on a retrouvé dans son discours d'investiture. Alors, on va revenir effectivement en longueur dans cette émission. On aura même des invités qui vont nous rejoindre. Donc, pour dialoguer sur ce qu'il faut en attendre, nous, on va reprendre dans cette émission, je dirais, la trame de ces deux interventions, parce que il est intervenu une première fois, ça c'était acté dans le planning de la journée. Il est intervenu une deuxième fois. Alors là, c'était pas du tout prévu et véritablement sur un ton beaucoup plus badin, beaucoup moins, je dirais, officiel. Il a quand même lâché des saisies extrêmement fortes. On va revenir tout au long de cette émission sur les différents points qu'il a abordés. Alors, Nicolas Mirkovic, on parle des États-Unis d'Amérique, on ne pouvait pas faire autrement que de t'avoir comme invité. Je rappelle que tu as étudié aux États-Unis, que c'est un pays dont tu connais parfaitement la géopolitique, que tu as écrit notamment un livre à succès, L'Amérique Empire. Alors Empire, Empire, on pourrait même le prendre dans les deux mots parce que on va revenir sur la question de savoir est-ce que ça va être mieux ou plus inquiétant pour les années à venir. Ce qui est certain, Nicolas, c'est que Trump l'a annoncé d'entrée de jeu. Il a dit que les États-Unis, que l'âge d'or américain des USA commençait ce jour. On a quand même véritablement l'impression, justement, qu'il est en train de vouloir mettre en place les bases d'un futur empire américain, tant au national que surtout à l'international. L'idée d'empire il faut se souvenir que Noam Chomsky disait que les États-Unis, parler d'empire américain revenait à parler de triangle triangulaire. Le premier président américain, George Washington, lui-même parlait de la naissance des États-Unis comme d'un infant empire, d'un empire, d'un jeune empire. Et le mot empire, même si les Américains ne vont pas le dire officiellement, irrigue toute la politique internationale. Les Américains se voient comme une puissance internationale avec une vocation particulière dans le concert des nations. Donald Trump a parlé dans son allocution du caractère exceptionnel des États-Unis, ce qui rappelle Indispensable Nation, la nation indispensable de Madeleine Albright. Il est revenu sur la destinée manifeste de John O'Sullivan de 1845, à une époque où les États-Unis voulaient piquer le Texas au Mexique. Il a parlé de McKinley, qui est un président qui avait été élu en disant qu'il ne ferait pas la guerre, mais qui a finalement fait la guerre contre l'Espagne pour récupérer par la suite, on va dire,
un gouvernement marionnette à Cuba et les Philippines, Guam, Porto Rico. Donc, je pense que Donald Trump a une vision différente de ce que va être l'Empire américain. Clairement, il veut maintenir ce caractère impérial, c'est-à-dire qu'il veut que les États-Unis dominent dans le monde. Ils veulent que les États-Unis redeviennent un pays de premier plan. Alors, ils le sont déjà aujourd'hui, mais c'est un pays qui est sur le déclin. À plusieurs reprises, il a dit qu'il voulait éradiquer ce déclin. Il a même parlé de reprendre le canal de Panama. Alors, oui, on y reviendra, effectivement. C'est un sujet qui est intéressant. Il parle même d'augmenter le territoire américain. Donc, il se comporte clairement il annonce très clairement cette vision impériale. Je pense que ce qui va changer radicalement, c'est que Donald Trump a une vision différente de la mentalité, de l'état d'esprit, de ce que cet empire doit être. Donc, il va revoir, je pense, l'empire américain. Il faut savoir que l'empire américain était noyé derrière un mot qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, qui est le mondialisme. Le mondialisme était une politique mise en place par des élites américaines qui s'étaient séparées du peuple américain. Christopher Lasch en parle très très bien dans la révolte des élites et la trahison de la démocratie. Ces élites américaines, avec leurs amis de l'élite financière, politique, médiatique, mondiale, avaient une vision mondialiste. George Bush avait parlé du nouvel ordre mondial à plusieurs reprises. Et Donald Trump vient contrecarrer ce projet mondialiste. En gros, ça va être une autre vision, pas forcément mondialiste, mais en tout cas impériale, que Donald Trump veut jouer dans une époque où lui, très clairement, je pense, et on va le voir dans les prochaines semaines, a compris que l'ordre du monde a changé, qu'il y a aujourd'hui l'émergence de ce qu'on appelle le Sud global, en tout cas d'un monde multipolaire, qu'il va y avoir plusieurs pôles majeurs de puissance dans le monde. Il parle des États-Unis. Il ne parle pas du mondialisme, il ne parle pas d'un nouvel ordre mondial. Il est très clairement là pour défendre les intérêts des Américains. Il veut Make America Great Again, c'est son discours. Et lui, aujourd'hui, je pense que dans ce concert des grandes puissances, il veut faire en sorte que les Américains maintiennent leur position de grande puissance dans ce monde multipolaire. Donc, je pense que c'est ça ce qui va être intéressant de voir dans les prochaines semaines, c'est comment est-ce qu'il va négocier, notamment avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, qui sont ces très grandes puissances, avec même le Brésil, en Amérique du Sud, dans un autre registre. Comment est-ce qu'il va négocier avec ces pays, comme le pays qui domine, comme l'ont fait ses prédécesseurs, ou comme un pays qui est capable de négocier, de discuter et de se partager le territoire, parce qu'à la fin de la journée, c'est à cela qu'on va arriver. C'est les grandes puissances qui vont expliquer où sont leurs zones d'influence. Et Trump a dit aussi dans son discours qu'il était un homme de paix, même s'il va augmenter le territoire. Donc, on va voir comment est-ce qu'il augmente son territoire en tant qu'homme de paix. C'est possible, évidemment, s'il achète ces territoires. Est-ce qu'en homme de paix, il est capable de négocier avec les grandes nations pour qu'il y ait une espèce d'équilibre mondial de grande puissance? On va voir tout ça effectivement tout au long de cette émission. On a un premier invité également qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes. Tout de suite, même, on va peut-être commencer cette émission avec un rappel, la vidéo du serment. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Alors, bienvenue également à Olivier Piton, qui est notre invité aujourd'hui. Olivier, vous vivez à Washington, vous êtes un avocat basé aux États-Unis depuis de très nombreuses années. Vous avez écrit notamment beaucoup de livres sur la politique américaine. Comment finalement a été perçue cette journée qui est, on en parlait en introduction de cette émission avec Nicolas Mirkovic, où Donald Trump a été extrêmement dur vis-à-vis du gouvernement sortant. Il a eu des saisies extrêmement violentes sur Biden, sur Kamala Harris, sur leur incapacité, d'après lui,
à gérer et le national et l'international. Comment c'est perçu, je dirais pas ici, mais vu des États-Unis? En fait, ce qui est très amusant, c'est qu'on a déjà commencé. En fait, on n'a pas attendu le jour de l'investiture pour voir déjà le Trumpisme en action. C'est-à-dire que on a eu déjà, d'une part, un certain nombre d'annonces qui ont été, pour la plupart d'ailleurs, confirmées à l'occasion de son discours d'investiture. Donc, il y a eu un avant, depuis le 5 novembre, une sorte de mise en place un petit peu de répétition générale de ce que va être le Trumpisme pour les 4 années suivantes. Il y a eu un moment un petit peu décalé, un petit peu étonnant, qui était les obsèques de Jimmy Carter, où on a remarqué malgré tout une sorte d'acceptation de principe du camp des perdants, c'est-à-dire des démocrates, de finalement la victoire, ce qui n'était pas le cas en 2016, de la victoire de Donald Trump, et un certain nombre d'obstacles qui étaient présents en 2016 ne seront sans doute pas aussi forts, aussi organisés en 2025, donc ça c'est intéressant. Et puis effectivement, avec les amnisties de sa famille proche dans les dernières heures qui ont précédé la passation de pouvoir, Joe Biden, d'une certaine manière, a clôturé une séquence compliquée pour les démocrates. Et la réaction de Donald Trump est tout à fait légitime, puisqu'en fait, d'une certaine manière, il a fustigé les leçons de morale qui ont été données pendant des années par le camp démocrate, avec en fait des pratiques qui étaient des pratiques tout aussi contestables. Et d'autre part, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'il s'est vraiment projeté dans l'avenir. Il y a mis d'abord les moyens, je pense qu'on parlera de son discours d'investiture, il y a mis les moyens en expliquant qu'il allait signer, il a commencé d'ailleurs à signer les fameux décrets présidentiels, les centaines de décrets présidentiels qu'il compte signer dans les prochains jours. Donc ça, c'est pour les moyens. Et puis sur les objectifs, il les a rappelés. Et ils sont vraiment en accord avec sa campagne, c'est-à-dire un état d'urgence national vis-à-vis de la frontière méridionale, donc la frontière avec le Mexique. Il a parlé du Canada, du Panama, il n'a pas parlé du Canada et du Groenland, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. L'état d'urgence sur la relance énergétique, donc l'extraction du pétrole et du gaz, et son corollaire, la sortie des accords de Paris. Donc, 2 choses que je retiens. La première, il va tenir ses promesses, il s'y est engagé, il va tenir ses promesses, et il s'en donne les moyens par une sorte de contraste, par l'action vis-à-vis de l'administration sortante qui était un petit peu une endormie. Et donc il y a à la fois la volonté d'aller très vite et très fort et le fait de respecter les paroles, les promesses qu'il avait faites durant la campagne. Ce sont les 2 points qui me semblent importants depuis ces quelques heures qui suivent son discours d'investiture. Nicolas et Olivier, alors c'est vrai que c'est ce que je disais, il y a eu un deuxième speech qui est venu, qui n'était pas du tout prévu visiblement dans le programme, où il est revenu sur la question de Biden en disant que effectivement Biden avait gracié des criminels. Nicolas, c'est extrêmement, c'est une attaque d'une violence inouïe. Est-ce que moi, j'ai senti un Trump très revanchard déjà dans son discours d'investiture qui a suivi son investiture, pardon. Est-ce que on peut envisager qu'il aille titiller ou trouver comment pouvoir attaquer justement les fameux graciers, etc., par différents moyens? Est-ce qu'on peut attendre de Trump ou envisager de Trump des revanches? Alors, je ne pense pas qu'il va chercher oui, peut-être un peu la revanche, peut-être la justice, c'est le mot qui convient le mieux. Trump a bien rappelé pendant son discours à quel point on l'avait empêché de se présenter. Il avait parlé des tracasseries de la justice. Il avait dit qu'il voulait mettre fin à l'ingérence de la politique américaine dans la justice. Il avait la justice qui sert d'arme pour le pouvoir en place. Il a rappelé qu'il avait été victime d'un attentat. Donc, je pense alors, ça, c'est un thème, on reviendra dessus parce qu'il y a un côté messianique dans sa prise de parole qui est incroyable. Très clairement, à plusieurs reprises. Et ça, je pense que ça lui est... ça, c'est quelque chose... Il n'a pas le choix. Vous savez, une des raisons pour lesquelles il a un peu loupé son premier mandat, c'est parce qu'il était trop gentil. Il a vraiment cru qu'en devenant président des États-Unis, il deviendrait l'homme le plus puissant du monde. Or, il avait trouvé un bloc administratif impressionnant en face de lui qui l'a empêché de mettre en place son programme. Il est tombé sur des médias qui n'ont cessé de lui mettre des bâtons dans les roues avec le Russiagate, avec tout cela. Donc, je pense que si lui, vraiment, il veut changer les États-Unis, il n'a pas de choix que de faire tomber des têtes. Il n'a pas de choix que
peut-être se venger, en effet, tout compte fait, des personnes qui ont cherché à l'attaquer, des groupes qui existent au sein même de l'État américain qui ont tout fait pour l'empêcher de se présenter une nouvelle fois. Et il est obligé de le faire parce que n'oublions pas que lui, il sera président pendant 4 ans, il ne pourra plus se présenter. Et au bout de 2 ans, on va voir les élections, les midterms. Donc, il doit aller très, très vite. S'il n'arrive pas à changer l'administration américaine dans les têtes, s'il n'arrive pas à rendre cette administration plus fluide, plus, on va dire, obéissante, parce que c'est un peu ça ce qu'on attend aussi d'une administration, c'est qu'elle mette en place les programmes qui sont décidés par le président, par la Chambre des représentants et le Sénat. Il va pas y arriver. Ils vont de nouveau lui mettre des bâtons dans les roues. On a bien vu à quel point Biden, depuis le mois de novembre, n'a cessé d'allumer des feux aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger pour savonner la planche de Trump, pour que ce soit extrêmement difficile pour lui de prendre le pouvoir. Donc, il va être obligé de s'attaquer à différentes personnes au sein même du gouvernement, de l'administration américaine, qui l'ont empêché, qui ont essayé de l'empêcher de se présenter, qui peuvent très clairement lui mettre des bâtons dans les roues dans sa présidence. Donc, il est obligé de le faire, sinon il va le faire. Il peut perdre au midterm, mais en tout cas, il n'aura pas de successeur dans 4 ans parce que les Américains vont dire, ben voilà, quand on vote pour Trump, il fait des discours qui galvanisent le peuple, mais derrière, on n'a pas lutté contre l'inflation, on n'a pas lutté contre les guerres, on n'a pas redonné la fierté aux Américains. Donc, il n'a pas le choix que de le faire. Et j'ai senti dans ses discours, et l'officiel et le simili-officieux, que clairement, cette fois-ci, il voulait nettoyer le marigot ou l'assécher, comme il l'avait promis, mais pas fait la première fois. Olivier, c'est effectivement ça. Pour finir sur le sujet du gouvernement précédent, il a parlé de gouvernement corrompu. Il a annoncé dans ses futurs décrets vouloir justement stopper les censures gouvernementales et rétablir la liberté d'expression. Il a aujourd'hui finalement, et on l'a vu dans le repas ou dans les images en tout cas qui ont tourné du repas d'après, il a avec lui des personnalités américaines, des hommes d'affaires américains extrêmement puissants. Je pense à Zuckerberg, je pense à Bezos, Elon Musk bien entendu. Il a les moyens aujourd'hui de rétablir ce que lui considère comme la liberté d'expression? Oui, il y a une grosse différence avec 2016, c'est que d'une part, il est mieux préparé, ce qui était dit est tout à fait juste, il est bien mieux préparé en 2025 qu'il ne l'était en 2016, 2017. Deuxièmement, il a compris comment fonctionnait la machine administrative, contrairement à 2016 où il était totalement novice et ça s'était vu. Deuxièmement, je parlais tout à l'heure des résistances qui s'étaient mises en place en 2016, qui n'existent plus à ce niveau-là, et il peut compter aujourd'hui sur une grande partie de ceux qui l'avaient combattu en 2016, et c'est extrêmement important. Et il n'y a pas simplement les milliardaires, mais il y a aussi les agents d'influence, un certain nombre de personnalités qui s'étaient opposées à lui et qui aujourd'hui vont le suivre. Et donc, il est en capacité aujourd'hui, parce qu'il connaît le travail qu'il doit faire, et parce qu'il a les acteurs dont il a besoin, et une opposition qui est totalement inaudible, et totalement défoncée, subjuguée, elle n'existe plus, en tout cas pour l'instant. Il a 2 ans devant lui avant les élections intermédiaires pour réussir véritablement sa transformation radicale, puisque son objectif, il est clair, et c'est ça qu'il faut retenir. Il est dans la logique d'une transformation radicale de la société américaine, du mode de fonctionnement administratif américain. On parle effectivement du marigot de Washington, et c'est tout à fait juste. Et donc, on va voir. Mais il ne peut pas décevoir là-dessus. On comprendrait qu'il n'arrive pas exactement à atteindre tous ses objectifs, parce qu'il y a certains objectifs qui passeront par la voie de la loi au Congrès, en particulier sur les migrants, où il aura besoin de renforcer les agences qui se chargeront de récupérer les migrants, de les mettre en centre de rétention et de les renvoyer. Pour ça, il faudra de l'argent, et pour ça, il faudra une loi qui passera au Congrès, donc ça mettra du temps. Simplement pour citer cet exemple-là, qui était le premier exemple qu'il avait cité en son discours, mais en tout état de cause, il a un devoir, il a une obligation de résultat, et pour cela, étant donné qu'il est dans une logique de rupture radicale avec ce qui s'est fait auparavant, eh bien, il doit commencer extrêmement fort, et comme je le disais, il est préparé, et il a aujourd'hui les soutiens, les appuis, dont il ne pouvait pas bénéficier il y a 8 ans, et ça va sans doute changer énormément la donne.
Mmh. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu plus également dans, je dirais, l'aspect national, avant de rebondir sur l'international, qui nous, en tant que Français, nous concerne et peut éventuellement, vous me direz, messieurs, votre avis, peut éventuellement nous inquiéter. La priorité numéro 1, il l'a dit avec clarté, ça a été l'un de ses premiers sujets abordés, c'est la prospérité pour les États-Unis. Et en ce sens, il a notamment indiqué des bases importantes, notamment il veut la rupture du deal vert et notamment l'arrêt j'irais des mises en avant des ventes de véhicules électriques aux États-Unis pour que, alors, comment il l'a tourné, il l'a dit, pour que les Américains puissent choisir n'importe quel type de véhicule qu'ils souhaitent. Voilà. Donc, d'ailleurs, au passage, quid d'Elon Musk, qui était probablement à côté, qui a dû quand même avoir un petit pas de recul à ce moment-là. Alors, il a indiqué également, pour faire la boucle, dans sa volonté de mettre les États-Unis vraiment en tant que première nation économique mondiale, de retrouver la première place mondiale, il a indiqué effectivement qu'il souhaitait mettre en place notamment une nation industrielle, pour reprendre ces mots, alors une nation industrielle énergétique, en indiquant qu'il allait faire des États-Unis le pays qui aurait les plus grosses réserves de gaz et de pétrole au monde, et surtout qui sera le premier exportateur. Alors, on va garder l'ordre. Nicolas, est-ce que c'est réalisable pour les Américains? Les États-Unis sont quasiment un des premiers producteurs, enfin exportateurs mondiaux d'hydrocarbures, de gaz, c'est sûr et certain. Ils sont dans les top 5, top 10, en tout cas de l'exportation de produits de pétrole. Et les Américains Donald Trump veut vraiment faire travailler le forage du gaz et du pétrole de schiste. Ah, il a dit, on va forer. Il a drill, baby, drill. Donc voilà, c'était le seul moment un tout petit peu comique de ça, un des seuls moments de son discours. Donc très clairement, il compte là-dessus. Il a dit très clairement, je veux vivre là-dessus. Il a dit, notre or se trouve sous nos pieds. Donc ça, ce sont les paroles qu'il a employées. En même temps, les Américains sont également un des premiers exportateurs mondiaux de produits agricoles et globalement et aussi un des premiers manufacturiers. Donc même s'ils ont un déficit commercial, je pense que le but de Donald Trump, c'est de réduire ce déficit commercial et de très clairement faire exporter ces produits. Alors, c'est pas si facile que ça, parce qu'aujourd'hui, le pétrole et le gaz que les Américains exportent est lucratif. S'ils commencent à en exporter de trop, ça va faire chuter le prix du baril. Donc, il y a un calcul qui est savant à faire pour essayer de plaire à la fois aux très grosses sociétés d'hydrocarbures pour les convaincre qu'elles vont gagner encore beaucoup d'argent, mais qu'il faut revoir la quantité pour pouvoir exporter, pour un peu prendre des parts de marché, et aussi pour rendre l'économie américaine plus compétitive. Ça, c'était un élément qui est aussi extrêmement important. Si Donald Trump veut réindustrialiser les États-Unis, le coût de l'énergie doit demeurer très bas. Alors, il est beaucoup moins cher chez eux que chez nous. En tout cas pour le gaz naturel liquéfié. Mais ça, c'est un élément qui est important. Et en même temps, il veut mettre en place une politique de tarifs douaniers, de taxes à la frontière. Donc, il y a des débats d'économistes, on peut y passer des heures pour savoir qui a raison. C'est extrêmement compliqué parce que est-ce que la combinaison des taxes, des tarifs et de la réindustrialisation des US et l'exportation de ces hydrocarbures est la bonne combinaison? Personne ne peut le dire. Donc, mais en tout cas, il a un projet. Et il y a une rupture radicale avec Biden dans la seule réponse à quand même la situation de l'inflation qui était dramatique. Je rappelle, 20% d'inflation pour les Américains sur 4 ans était l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui était de relancer une économie verte aux États-Unis. Donc, il y avait déjà un côté très tendancieux politique. Et Donald Trump arrive et lui dit non, on jette tout ça à la poubelle. Vous choisirez le type de véhicule que vous voulez. Moi, en attendant, c'est sûr et certain, je vais faire travailler l'industrie de l'automobile. Je veux réindustrialiser le pays. Et ça, c'est un peu la politique de Donald Trump. C'est vraiment de refaire travailler les Américains dans différents secteurs que lui définit. Et c'est pas anecdotique non plus qui est à son discours d'investiture Zuckerberg, Trump, Bezos, 3 des personnes les plus à la tête des plus grandes fortunes américaines qui ont fait justement leur fortune
Musk pour partie dans la voiture électrique, mais pas exclusivement. Il y a SpaceX, il y a Starlink, pardon, ce qu'il a fait dans tous les réseaux satellitaires qu'il a mis en place. Il y a Amazon qui a révolutionné la façon de consommer. Zuckerberg avec la création de toutes ces big data. Donc, c'est pas rien. Il a l'appui d'une partie de la Silicon Valley. Et ça, c'est en effet pour reprendre ce que disait M. Piton tout à l'heure, c'est que il y a moins d'hostilité face à lui. Donc, on sent clairement qu'il y a un projet qui est peut-être certainement mieux préparé que la dernière fois et où Trump a réussi à faire monter, en tout cas, et des industriels et des personnes importantes pour que ce soit une réussite. Ça, c'est son objectif. Alors, Olivier, justement, cette fameuse lutte contre l'inflation dont Trump a parlé, vu des États-Unis, il y a un enthousiasme, j'imagine, peut-être au-delà de toute cohérence ou de toute logique du côté des Américains. Est-ce que c'est véritablement réalisable? Alors d'abord, c'est un des points majeurs qui explique la victoire de Donald Trump. Parce qu'en fait, moi qui vis ici, je me suis rendu compte que le panier de la ménagère ou le panier du ménager, parce que c'est moi qui fais les courses, avait considérablement augmenté sous les 4 années de Joe Biden. Et ce n'est pas une légende. C'est-à-dire que on pourra disserter longtemps sur le bilan macroéconomique de Joe Biden, mais pour les ménages, c'était une véritable perte de pouvoir d'achat. Parlons moins d'inflation, d'ailleurs, parlons plus de pouvoir d'achat. Et les gens ont aussi voté pour Trump en raison de cela. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez la carte électorale, juste pour répondre sur ce point, parce que je pense que ça permet d'éclairer pas mal ce qui s'est passé, c'est que vous avez une certaine limite médiane du niveau de revenus de l'Américain moyen. Les revenus de l'Américain moyen supérieurs, dans ces comtés-là, majoritairement, les gens votaient Harris. Et dans les comtés où le niveau de CSP était inférieur et le niveau de revenu était inférieur, pour aller vite, les classes populaires ont toutes voté Donald Trump. Et donc, c'est vraiment une différence majeure. Pour résumer, les riches ont voté Harris et les pauvres ont voté Trump. Et c'est même pas une caricature, c'est vraiment la réalité. Donc, il y a une énorme attente là-dessus. Il y a eu dans l'esprit des gens ici le fait qu'on vivait bien sous Donald Trump numéro 1. On vivait bien, en tout cas on vivait mieux que sous Joe Biden. Et il y a eu, c'est très amusant d'ailleurs, ça faisait résonance à la campagne électorale de Kamala Harris qui parlait de « on ne reviendra pas en arrière ». Oui, sauf qu'aller vers l'avant, c'est toujours un peu anxiogène, alors que les gens étaient, eux, dans l'esprit que justement, avant, c'était mieux. C'est le fameux « c'était mieux avant ». Et en particulier en termes de pouvoir d'achat. Et donc, c'est un gros défi. Il va avoir énormément d'attentes là-dessus. Il va falloir qu'il réussisse à faire baisser le prix de l'énergie. C'est ce que disait Nicolas avec justesse. Effectivement, c'est un point important par l'augmentation, déjà très importante, mais l'augmentation encore de la production des hydrocarbures, par l'exportation en vue de pouvoir ramener des devises, de faire baisser donc le prix de l'énergie. À partir du moment où le prix de l'énergie baisse et la richesse augmente, forcément le pouvoir d'achat va également augmenter. Donc c'est un peu le cercle vertueux qu'il veut mettre en place et en tout cas c'est une attente très forte. Alors là vraiment du citoyen américain moyen, parce que c'est vraiment un des moteurs qui l'a fait voter Donald Trump et il ne s'agit pas là-dessus de le décevoir. Ça fait partie des autres sujets avec la migration, avec la liberté d'expression, avec la lutte sur la lutte contre la théorie du genre. Mais ce point-là, le porte-monnaie, il est extrêmement important. Je termine là-dessus. On rappelle les chiffres du vote, en particulier des Latinos, donc vraiment de la base travailleuse des États-Unis. Elle n'était pas majoritaire en faveur de Trump, mais on n'était quand même pas loin des 45-46%, ce qui était inimaginable il y a encore quelques années. Et donc, il y a une vraie obligation de résultat là-dessus aussi, le pouvoir d'achat des Américains. Alors, on va parler maintenant un petit peu d'international. Olivier, Piton, est-ce qu'on peut vous garder avec nous encore 10 minutes, un quart d'heure, ou est-ce que vous êtes très pris? 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon. Je vous l'accorde avec grand plaisir. Alors avec grand plaisir. Donc pour parler de ça, on va quand même lancer une petite vidéo interview qu'on a réalisée donc avec notre ami Xavier Moreau, où on parle tout simplement de l'investiture Trump vue de Russie.
Xavier Moreau, bonjour. Alors, on est au lendemain de l'investiture de Donald Trump. La question est simple, finalement. Comment a été perçue cette journée d'investiture du côté de la Russie? Est-ce que ça a passionné les Russes? Est-ce qu'ils sont occupés ou finalement pas du tout, du tout? J'ai l'impression qu'ils sont moins intéressés que ce qu'on peut observer, par exemple, dans le reste de l'Occident. Cela dit, on suit ça avec attention puisque, par exemple, la journée de lundi, Vladimir Poutine a pris la parole et en a parlé en public. Il faisait une vidéoconférence avec des membres de son gouvernement et de manière plutôt optimiste, plutôt ouverte. Donc, c'est-à-dire que en disant que il était content d'entendre que, visiblement, Donald Trump voulait reprendre le contact avec la Russie et essayer de réparer ce qui avait été commis par son prédécesseur. Donc voilà, la Russie, un peu comme à l'image de Vladimir Poutine, elle est ouverte, mais elle attend de voir. Et je lisais, il y a un sondage aujourd'hui, là, je crois que 61% de la population russe n'attend pas grand-chose, en fait, finalement, de l'arrivée de Donald Trump. Donc tout le monde attend de voir. Je crois qu'il y a, après l'engouement des années 90 pour les États-Unis, je crois que on attend de voir. Voilà. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que la relation entre Vladimir Poutine et Donald Trump était bonne. Donc, après tout, pourquoi pas essayer de reconstruire quelque chose là-dessus? Je pense que c'est là-dessus que compte Vladimir Poutine, tout en répétant bien que les exigences qui ont été posées au mois de juin 2024 sont toujours à l'ordre du jour. Alors ça, c'est côté, je dirais, administration russe et présidentielle. Du côté des Russes en eux-mêmes, de la population, on avait senti au moment de l'élection de Donald Trump un vent d'enthousiasme côté russe. Est-ce qu'ils sont toujours aussi finalement motivés à l'arrivée de ce nouveau président des États-Unis, ou est-ce que finalement je dirais, l'enthousiasme est peut-être un peu retombé, ou voilà, est-il encore vif ou pas? Non, c'est ce que je disais, hein, ce sondage d'aujourd'hui, 61% des Russes n'attendent pas grand-chose en fait de l'arrivée de Donald Trump. Ils ont plus le sentiment que c'est plutôt entre les mains de leur président à eux que les choses, et par la victoire sur le terrain en Ukraine, que les choses vont évoluer, que par l'intervention de Donald Trump. Donc je crois qu'il n'y a pas de relation négative vis-à-vis de Trump, mais on a envie de voir. Et puis il faut aussi comme se souvenir que le précédent mandat de Donald Trump, c'est lui qui avait mis le plus de sanctions. C'est à cause de lui que, même s'il était contraint par un vote du Congrès au plus des 2/3, mais c'était lui qui avait mis des sanctions contre la construction de Nord Stream 2, donc ça lui a fait perdre 1 an et demi. Donc c'est pas voilà. En revanche, il l'a pas détruit, contrairement à Joe Biden, il n'a pas ordonné la destruction de Nord Stream. Mais je crois que là vraiment les Russes, ils attendent pour voir. Et que c'est pas leur préoccupation principale aujourd'hui, l'intronisation de Donald Trump. Est-ce qu'on peut quand même imaginer à très court terme finalement des mesures prises par Donald Trump justement pour éventuellement lever une partie des sanctions et avoir une relation économique entre la Russie et les États-Unis plus dynamique qu'elle l'est aujourd'hui? Oui, on peut tout imaginer. Alors en plus, il faut savoir que malgré les sanctions, il y a des domaines, par exemple les sous-ensembles aéronautiques, où la Russie a battu des records de vente aux États-Unis. Il faut savoir que les sanctions qui sont imposées d'être prises par l'Europe contre la Russie, Washington peut très bien les abandonner du jour au lendemain. On l'a vu avec l'uranium, on l'a vu avec l'engrais, on l'a vu pendant longtemps avec les moteurs de fusée RD-180 et RD-181. Donc il y a un pragmatisme qui d'ailleurs est au-delà de Donald Trump, qui est en général dans la relation entre Washington et Moscou, qui est ce qu'il est. Mais je pense que ça fera partie d'une négociation globale. Ce qui est clair, c'est que les Russes, eux, ne comptent pas dessus. Ça, c'est une évidence. On le voit dans le discours et on le voit dans les faits. Et en plus, il ne faut pas oublier non plus que la Russie, elle, a pris des contre-sanctions et a délibérément utilisé les sanctions américaines, occidentales, pour faire des sauts qualitatifs en économie. C'est le cas, par exemple, dans le domaine aéronautique. Donc, ça n'arrangerait pas les Russes que tout d'un coup, les pièces détachées d'Airbus et de Boeing soient de nouveau facilement accessibles, parce que les avionneurs, les compagnies aériennes russes se diraient à quoi bon
investir dans le MS-21, dans le Superjet New, le Tupolev 214, si finalement on peut recommencer à acheter des Airbus comme avant. Donc il faut bien garder à l'esprit que les sanctions ne sont pas réellement un problème pour la Russie parce qu'elles la forcent à s'adapter. Et comme je l'avais dit, ça a beaucoup choqué en 2022, mais une des raisons de l'opération militaire spéciale, c'est les sanctions. Parce que Vladimir Poutine a constaté en 2014 que les sanctions étaient une bonne chose pour la Russie. Donc voilà, il ne faut pas imaginer un gouvernement russe qui court après la fin des sanctions. C'est pas la question en fait. Eh bien, 1000 fois merci. On va attendre effectivement cette première rencontre entre les deux présidents des superpuissances américaines et russes pour y voir un peu plus clair. Xavier Moreau, 1000 fois merci. On vous suit sur Stratpol, on vous suit sur le podcast Divergence et également sur toutes les émissions dans lesquelles vous apparaissez sur GPTV ou d'autres canaux. À très vite, Xavier Moreau. Et bien voilà, nous voilà de retour après cette interview de Xavier Moreau. C'est intéressant de voir un petit peu la vision russe. Alors, dans le discours aujourd'hui de Trump, il a été très incisif sur l'international. Alors, certes, Olivier, vous le rappeliez avec justesse, il n'a pas parlé du Groenland, il n'a pas parlé du Canada, du futur 51e État. Il a quand même abordé la mise en avant de son succès dans le conflit Hamas-Israël. Et puis, alors là, il a assurément mis des flèches en direction des Chinois, en parlant notamment de Panama. Olivier, on a quand même l'impression, alors c'est très étonnant parce qu'il a même dit d'ailleurs qu'il serait un pacificateur mondial, alors que son discours est finalement extrêmement offensif, voire empirique. Il y a beaucoup de points dans votre question. D'abord, j'aurais réagir à ce que disait Xavier Moreau, parce qu'il a dit quelque chose de très important qu'on a un petit peu oublié, c'est que les relations au début du premier mandat de Donald Trump avec la Russie étaient extrêmement conflictuelles. C'est-à-dire que ça m'amuse toujours quand on entend dire que Donald Trump va forcément nouer des alliances, une sorte d'amitié rêvée avec la Russie. Les premières années de la présidence Trump étaient au contraire extrêmement conflictuelles, à tel point que les Russes disaient à l'époque que c'était le pire moment depuis la fin de la guerre froide. Donc il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a eu ce moment de tension, premier point. Deuxième point, l'obsession des Américains, elle ne date pas de Trump, elle est concentrée sur la Chine depuis très longtemps. Et finalement, la Russie, moi, pour en avoir discuté avec un certain nombre de membres du département d'État, ça reste un adversaire qu'on est obligé d'affronter. Je parle du point de vue de l'administration, la fameuse administration, le fameux État profond dont on parlait tout à l'heure, de l'annihiler, de la paralyser, mais l'objectif principal, l'obsession, ça reste la Chine. Et c'est sans doute pour cela, je pense, que Trump a parlé uniquement du canal de Panama, en disant qu'il était aux mains des Chinois, ce qui est plus ou moins vrai. Il faudrait voir un petit peu plus dans les détails ce qu'il en est, et non pas du Canada et du Groenland. Moi, j'y vois deux choses. La première, c'est que l'obsession vis-à-vis de la Chine, elle continue, que ce soit les démocrates au pouvoir ou les républicains au pouvoir, ça reste le grand combat des Américains pour les 20-25 années qui viennent, incontestablement. Et deuxièmement, alors peut-être qu'il y a une différence avec lui vis-à-vis de l'administration de Biden, c'est que Biden avait essayé de mettre en place une sorte d'endiguement comme l'avait fait Truman à l'époque avec l'URSS, et qu'Obama avait repris, c'est-à-dire cette idée effectivement de nouer des alliances avec les alliés autour de la Chine pour la contrecarrer, pour la contenir, avec les Philippines, avec le Japon, etc. Trump est davantage dans l'idée de faire un deal, de faire une sorte de négociation en direct, bilatérale, avec Xi Jinping. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas, c'est une méthode nouvelle, même si l'objectif, au bout du compte, c'est toujours de contenir la puissance chinoise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour parler de la violence des relations internationales, on est de toute façon toujours avec lui dans l'idée de trouver un accord, et il est dans la logique de monter au maximum les enchères pour obtenir le maximum. Vis-à-vis du Canada, on est dans une situation un peu floue parce que Justin Trudeau vient de démissionner, donc il y aura peut-être une attente sur le prochain Premier ministre canadien. Les négociations, on va voir ce que ça donne avec le Groenland, mais le Danemark est plutôt embarrassé.
Quant à l'Union européenne, pour finir, eh bien, on va attendre de voir ce qu'il en est. Ce que je note aujourd'hui, c'est que la volaille française vient d'être détaxée. Donc, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Mais on est clairement dans un changement de paradigme sur la méthode, mais pas sur le fond. Et l'obsession chinoise, elle est toujours là chez les Américains, et elle sera là pour longtemps. Ça reste l'adversaire numéro 1, bien loin du problème russe. D'ailleurs, la Chine, qui n'avait pas, dont le président chinois n'était pas venu à l'investiture, il a envoyé, je crois, son premier représentant pour représenter la Chine. Alors, Nicolas, un des points importants, puisqu'on parle de l'international, et qui, moi, m'a extrêmement surpris, c'est que Donald Trump a indiqué vouloir refaire de l'Amérique la première armée mondiale. Donc, il y a quand même beaucoup de langage, je dirais, extrêmement guerrier dans sa bouche lors de sa prise de parole. Est-ce que nous, Européens, ne serait-ce que sur la question du conflit aujourd'hui qui nous touche en Europe ou même de l'OTAN, on est en train de se faire laisser tomber, si je voulais parler vulgairement? Alors, c'est encore trop tôt pour en parler. Je pense que ce qu'on doit voir, nous, Européens, c'est que aujourd'hui, on assiste à l'émergence ou la réémergence des États-nations qui peuvent avoir des tendances impériales. La Russie, la Chine sont des réunions de peuples de différentes origines, les États-Unis aussi. Et aujourd'hui, nous croyons que nous allons être défendus par l'Union européenne, qui n'est pas un État-nation, qui n'est pas un empire, qui est une organisation administrative et qui n'a pas, on va dire, de racines profondes comme un État et qui est un peu perdu. Aujourd'hui, on voit que l'Union européenne, que ce soit dans sa politique de relance de l'économie, que ce soit dans sa politique de gestion du Covid, de protection de nos frontières, n'a un tableau de chasse plus que négatif. Donc ça, c'est un premier enseignement, c'est de voir que Donald Trump, comme Xi Jinping en Chine, comme Poutine, comme Modi en Inde, il développe une vision sur le temps long. Il travaille, même si aux États-Unis, le président ne sera là que 4 ans, on sent que lui, il sait qu'il ne va pas pouvoir faire tout ce qu'il y a dans son programme. Mais il a une vision pour les États-Unis. Et ça rassure les Américains. Et ça, seule une nation peut le faire. Et ça, c'est un premier enseignement. C'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas de vision sur le temps long. Et je pense que ça, c'est un premier enseignement pour nous. Je ne sais pas s'il va nous abandonner. On va voir. Je pense qu'aujourd'hui, il va parler, il va tracter avec les grandes puissances. Et comme au risque ou au Monopoly, ils vont s'échanger des territoires. Ils vont se dire, ça c'est ma zone d'influence, ça c'est ta zone d'influence. Ils vont essayer de se mettre d'accord pour éviter la guerre. Et je pense que c'est en cela qu'il se présente comme un pacificateur. C'est que je ne pense pas qu'il va aller bombarder le Canada, le Groenland et le Panama pour les annexer à son territoire. Il va les négocier. Et il va échanger. Je pense que c'est un élément de négociation majeur qu'il peut mettre dans une discussion sur la table avec la Chine, avec la Russie, peut-être même avec plusieurs. Et vous savez, Yalta, ce sont les grands de ce monde, les vainqueurs, les plus grands en tout cas, se sont répartis les zones d'influence dans le monde. Donc c'est en Westphalie, on avait fait le traité de Westphalie, c'est exactement la même chose. Les puissances européennes se mettent d'accord sur leurs frontières, sur leurs zones d'influence. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité que des grandes puissances agissent ainsi. Il a cette vision claire. L'Europe intéresse. L'Europe en est quasiment 350-400 millions d'habitants. On a encore quelques ingénieurs. On a des idées. On n'a clairement pas de pétrole. Là, s'il y a un moment où il faut s'en rendre compte, aujourd'hui, c'est que s'il nous reste encore quelques idées, on n'a pas de pétrole. Donc nous sommes un peu les parents pauvres de cette discussion parce que la Russie, la Chine, quasiment l'Inde, les États-Unis, c'est certain, peuvent vivre en quasi-autonomie. C'est moins vrai pour la Chine et l'Inde. Nous, non. Nous, on doit faire des alliances. Nous, on doit faire des accords pour faire travailler pour faire tourner notre économie. Donc, je pense qu'ils vont discuter de notre sort. Il y aura peut-être un nouveau partage d'influence sur l'Europe. Et en tout état de cause, Donald Trump a montré aussi qu'il ne faisait pas du tout confiance dans l'état d'esprit de l'Union européenne actuellement, dans la politique de l'Union européenne. Et il n'y a qu'à voir, je pense, peut-être pas son Missi Dominici, mais et je pense que c'est pas du tout anodin, les attaques de Trump
contre Steinmeier en Angleterre, en Allemagne, c'est pareil. Donc je pense que le fait qu'il privilégie la négociation avec Meloni, avec Orban, en dit long aussi sur le type de relation qu'il a envie d'avoir en Europe, c'est-à-dire avec des responsables politiques qui ont plutôt une vision nationale de la politique et non pas européenne, même si les deux sont très clairement des pays qui suivent une bonne partie des directives de l'Union européenne. Ils ont montré leur part de résistance et je pense que c'est avec ce type de gouvernement que Donald Trump a envie de travailler, et je pense même que je ne m'avance pas trop si je dis que beaucoup de pays, enfin en tout cas parmi ces grandes nations, plusieurs voudraient travailler avec des pays, avec des responsables politiques qui ont une vision pour leur propre pays, qui ne sont pas en train de dire oui un jour en même temps, non le lendemain, qui n'ont pas de vision, qui ne sont pas capables de faire des accords. Je pense que c'est dans l'intérêt de beaucoup de pays d'avoir des responsables politiques nationaux qui défendent leurs propres intérêts. Ça rend un peu les discussions, les négociations un peu plus simples. Et moi, si je voudrais juste terminer sur ce point-là, c'est un peu comme ça que De Gaulle avait compris la position de la France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il a vu justement que les Soviétiques, les Américains, même les Britanniques étaient capables de négocier entre eux sur leur zone d'influence, sur qui ferait quoi après la Deuxième Guerre mondiale. Il a bien vu que la France n'était pas conviée, même si De Gaulle avait héroïquement résisté à ce moment-là. Il a compris que le rôle de la France, c'était de devenir un peu le porte-voix des nations moyennes. Parce que on est un pays de 67 millions d'habitants. Comment faire face à des pays de 350 ou d'1 milliard d'habitants? En revanche, on a beaucoup d'idées. On est encore membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a de la francophonie qui rassemble des centaines de millions de personnes. Donc, la voix de la France, on a un rôle à jouer qui est d'être un peu cette voix des nations de taille modeste qui n'ont pas envie d'être englobées dans un empire. Et il y a un rôle, je pense, à jouer pour les nations européennes, un rôle intelligent de rassemblement des États-nations, mais aussi de la France qui, de son côté, a une carte mondiale à jouer. Et je pense qu'on sera plus respecté par ces très grandes puissances qui vont négocier leur zone d'influence dans le monde en ce moment. Merci Olivier, j'avais promis de vous libérer, alors merci mille fois d'avoir passé du temps avec nous. C'est quoi l'actualité, Olivier Piton, actuellement à Washington, pour vous? Pour moi, écoutez, outre mon travail d'avocat, je suis en train de finaliser mon prochain livre qui sortira, je l'espère, dans le courant de l'année 2025. En tout cas, c'est le but avec mon éditeur Plomb, et qui portera sur ce que j'appelle la nouvelle guerre de sécession. Donc tout un programme, effectivement. On verra si d'ailleurs Trump réussit à éviter cette nouvelle guerre de sécession froide, et à, d'une certaine manière, réunifier les Américains. Ça va être un de ses défis également. Merci en tout cas pour votre invitation. Salutations à Sébastien Lay également. Et avec grand plaisir. Merci et à très bientôt. Alors, on va nous rester ensemble pour aborder des thèmes qui sont passionnants et qui vont être au cœur des sujets d'administration Trump, qui sont notamment les futures lois de protection, je dirais conservatrice, et de protection du socle famille, Nicolas Mirkovic. Pour cela, on va justement écouter, je vais essayer d'être un peu moins mauvais dans mon lancement de vidéo, on va écouter Fabrice Sorlin sur la question. Fabrice Sorlin, bonjour. Alors, Donald Trump vient d'être intronisé 47e président des États-Unis d'Amérique, c'est officiel. Alors, Donald Trump, lors de toute sa campagne, a mis en avant justement les valeurs conservatives, la notion de famille. Il a indiqué qu'il combattrait, notamment, et qu'il modifierait certains textes de loi sur la question des transgenres ou des lobbies LGBT, notamment au sein des écoles, etc. Qu'est-ce que l'on peut attendre de Donald Trump sur ces questions? Oui, alors en fait, il a été très loin. Hein. Il a même dit
qu'il allait remettre en question tout de suite après son investiture, dans les heures qui suivent son investiture, tous les décrets insensés et radicaux qui avaient été signés par l'administration Biden. Et après, dans ces différents discours, on comprend que lorsqu'il parle de décrets insensés et radicaux, en fait, il parle de tous les décrets qui ont lieu, qui ont trait ou qui ont un lien de près ou de loin avec le wokisme, avec le transgenderisme, etc., etc. Il a parlé de délire de transgenre, de mutilation des enfants, mutilation sexuelle des enfants. Donc, il a eu des propos vraiment très, très forts pour revenir, pour parler de cette idéologie. Et apparemment, il a même d'abord donné son programme dans son dernier discours juste avant d'être investi, où il a dit qu'il allait chasser tous les trans de l'armée, des écoles, des collèges, des lycées, qu'il allait interdire qu'il allait leur interdire la possibilité de faire du sport et d'aller, par exemple, pour une femme transgenre, d'aller concourir avec les hommes ou d'avoir ou de leur laisser le choix pour les toilettes publiques, etc., etc. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une véritable volonté de retour en arrière, de retour vers les valeurs traditionnelles. Bon, ben, effectivement, pour moi, en tant que Français, en tant que patriote français, qui vit en Russie, bien sûr, mais je ne peux que me féliciter de voir un président nouvellement élu tenir des propos comme celui-ci. Et j'espère en fait que ce qu'il va faire aux États-Unis, de même que ce sont les États-Unis qui ont envoyé en Europe toute cette idéologie LGBT wokisme, j'espère que la lutte que Trump fait à l'encontre de cette idéologie, et je parle bien de l'idéologie et pas des personnes, je fais toujours la distinction entre les personnes et l'idéologie véhiculée, c'est la lutte contre l'idéologie qui est importante pour moi, et j'espère que derrière, ceci va entraîner aussi en France et en Europe de façon plus générale un retour en arrière par rapport à ces délires. Alors, finalement, qu'on soit si on prend les grandes puissances mondiales en Chine, en Russie et désormais aux États-Unis, on a véritablement un combat pour le retour, je dirais, aux valeurs conservatives. Est-ce que vous pensez, Fabrice, que l'Europe et principalement la France est prête à cela, ou est-ce que finalement l'Europe va rester un bastion de résistance? C'est une bonne question parce qu'en fait, la réponse, il faut la faire en deux parties. Le peuple européen et le peuple français, je crois profondément, se rend compte qu'il y a un délire, qu'on va trop loin sur ces règles-là. Je vois ce qui s'est passé au moment des Jeux Olympiques, lorsque cette femme transgenre, je crois qu'elle était algérienne, avait tabassé, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, sur le ring ses concurrentes féminines en boxe, ça avait choqué énormément de personnes parce que effectivement de voir cette différence de carrure, cette différence de force qu'il y avait entre cette femme transgenre, en fait, un homme, et les femmes qu'elle combattait, les femmes tenaient pas quelques secondes. La différence était énorme. Et j'avais remarqué déjà que beaucoup d'articles étaient sortis sur les réseaux sociaux. On voyait aussi que beaucoup de personnes étaient choquées. Je pense que le peuple français voit que ça va beaucoup trop loin. En revanche, malheureusement, le peuple français n'est pas écouté en France. Ce sont les autorités politiques qui décident, et qui décident non pas en fonction de ce que veut le peuple français, mais en fonction de ce que eux, dans leur propre idéologie, dans leur petite idéologie de bourgeois de gauche, veulent. Et je pense que eux continueront dans leur délire, malgré le fait, comme vous l'avez souligné, comme tu l'as souligné, qu'aux États-Unis, on est en train de revenir en arrière, que la Russie est en train de prendre des lois et beaucoup de mesures pour protéger la famille, pour protéger les valeurs traditionnelles, etc., que c'est la même chose, en fait, dans tous les pays du monde. Il n'y a que en Europe de l'Ouest qu'on va continuer dans ce délire, qu'on prenne l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, la Russie, on l'a dit, les États-Unis maintenant. Le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, tout le monde est en train de se rendre compte qu'on a été trop loin.
Eh ben, écoute, Fabrice, merci beaucoup de cette analyse. C'est passionnant. En tout cas, on vit un moment avec cette Moment charnière. Tout à fait. charnière extrêmement passionnant. Justement, quid de l'Europe dans les années à venir? On aura l'occasion d'en débattre ensemble, notamment sur Divergence, sur la chaîne GPTV, et puis également de voir ton actualité au travers de ton canal, notamment le canal Telegram Fabrice Sorlin, donc la barre de recherche. 1000 fois merci Fabrice, et à très vite. Merci Alexis. Fabrice a abordé le sujet avec beaucoup de clarté. Nicolas, Donald Trump, lors de son investiture, notamment, a abordé la question avec beaucoup de gravité sur la question des lois inclusives. Il a dit que très clairement, il souhaitait la fin des lois inclusives. Il a eu une phrase extrêmement forte. Il a dit « Il n'y a que deux sexes, l'homme et la femme ». Et il a dit que ce serait la norme désormais aux États-Unis. Donc là, c'est je dirais un grand retour en arrière par rapport à toutes les lois qui étaient sorties aux États-Unis d'Amérique ces dernières années. Qu'est-ce que ça bouleverse dans la société américaine ? Eh bien, pas mal de choses, parce que on avait quand même un gouvernement Biden qui est très très wokiste. Hein. D'ailleurs, il avait un des gouvernements les plus wokistes le plus wokiste qui ait jamais eu lieu aux États-Unis, avec une volonté aussi. Je pense que c'est ça ce que repoussent les Américains, de transformer la société. Je pense que les États-Unis sont clairement un pays globalement tolérant de beaucoup de choses, mais c'est cette politique, cette espèce de propagande incessante à l'école, relayée par les médias, par les films, par les politiques, par les responsables, qui ont exaspéré les Américains. Et ils ont touché à plusieurs sujets qui ont vraiment, je pense, représenté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme la réassignation de genre à des enfants à l'école, avec l'impossibilité dans certains États pour les parents de s'opposer à des opérations chirurgiques sur leurs enfants. Et ça fait quand même beaucoup de buzz. Beaucoup de buzz, comme aussi des personnes qui étaient par exemple blanches, qui se disaient noires. Donc du coup, on est arrivé un peu vraiment dans l'extrême caricature de quelque chose qui était de ça, et ça a été repoussé. Très clairement, Donald Trump a gagné des points, entre autres, là, sur ce sujet-là. Et en disant qu'il n'y a que deux genres, c'est clair qu'il installe sa vision traditionnelle et on va dire historique, hein, de ce que c'est un homme et une femme, et il veut détricoter toute la campagne wokiste qui a été mise en place, puisqu'il veut retirer les subventions aux écoles, aux associations qui font la promotion du wokisme. Il veut revenir clairement sur le cancel culture. Les Américains sont comme le monde occidental, hein. C'est une maladie qui nous a gangrénés, hein. C'est cette révision permanente de l'histoire où on incite une partie de la population à croire que c'est l'autre partie de la même population qui est l'origine de leur misère, qu'il faut déboulonner les statuts, qu'il faut réécrire l'histoire, qu'il faut cette politique qu'ils appellent DEI, diversité, équité, inclusion, est quelque chose qui est allé assez loin et qui a opposé les Américains entre eux. Et Trump dit non, moi je ne veux pas qu'on réécrive l'histoire, je veux qu'on vive ensemble. Il a été très clair dans son message aujourd'hui sur le fait que les Américains devaient vivre ensemble, quelle que soit leur race, leur couleur, leur religion. Il a vraiment fait une apologie d'une Amérique unie, quelles que soient les origines des Américains. En revanche, il veut mettre fin à une politique qui a divisé les Américains, qui les a opposés, qui les a, je pense, révoltés pour beaucoup d'entre eux. Et donc, ça, c'est le fait qu'ils veuillent passer cet amendement, enfin ce décret présidentiel parmi les premiers, et je pense un symbole fort de la tonalité que Trump veut donner à la famille, à la vision anthropologique traditionnelle qu'il a de la société. Alors, est-ce que, ceci étant, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe? Est-ce que on dit toujours qu'en Europe ou en France, on a 10 ans de retard par rapport aux États-Unis? Est-ce qu'on peut envisager, peut-être avec plus de rapidité, que le même phénomène intervienne en Europe, d'avoir ce souhait de revenir à des valeurs plus traditionnalistes et conservatrices? Si Trump y arrive, ça va se passer. Parce qu'on n'arrête pas de copier les Américains. Donc, du
coup, comme on est toujours en retard, donc si le Trump revient à une vision plus traditionnelle de la famille, de la société, ça va revenir chez nous par les campus universitaires, par le cinéma, par la culture. Mais non, ce qu'il faut, c'est que les Français eux-mêmes n'attendent pas les États-Unis pour se rendre compte que cette politique qui vise à réécrire l'histoire. On a quand même un président de la République qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française, qui a dit qu'il fallait revoir l'écriture de l'histoire de France. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire ça. Une nation ne peut pas être unie contre elle-même. On ne peut pas dire qu'à une partie de la population que tous ces mots que les origines de tous leurs mots sont l'autre partie de la population. Cette cancel culture, ce wokisme divise la population et on arrive au règne des minorités. Or, dans une population, dans un peuple qui se respecte, il faut chercher le bien commun. C'est ça ce qui est extrêmement important. Donald Trump a parlé du bon sens aussi. Le bon sens, c'est bien commun. On veut bien qu'on ne dit pas à un enfant qui a, comme n'importe quel enfant, adolescent, peut avoir des troubles, de lui dire que la raison de ce trouble-là, c'est parce que tu n'es peut-être pas qui tu crois être. C'est quelque chose qui est qui est extrêmement dangereux, qui va laisser des cicatrices graves sur l'enfant et sur la société. Donc, il faut que les Français se rendent compte, avant même que ça arrive par des films Netflix, ou on verra si c'est Netflix, mais peut-être par d'autres médias, que les Américains ont changé leur position. Je pense que c'est du bon sens. Il faut revenir à un ordre naturel qui est le nôtre, qu'on a suivi dans Aristote parler, donc on a Cicéron, donc on peut revenir à nos traditions, Saint-Augustin. Donc on est irrigué par cet ordre depuis le début de notre civilisation. C'est une expérience qui n'a pas marché aux États-Unis. Il faut y mettre fin aussi en France. Chercher le bien commun et ne pas tenter ces expériences déconstructivistes de la société. Alors, Nicolas Mirkovic, avant de clôturer cette émission, moi j'ai noté deux phrases qui m'ont surprise dans le discours de Donald Trump suite à son investiture, suite au serment. Il a, alors, la première prête plus à sourire, à mon sens. Il a indiqué que les astronautes américains vont aller planter le drapeau donc américain sur Mars. Je t'inviterai à commenter. Est-ce que c'est une compensation pour Musk des voitures Tesla qui ne seront pas vendues? Et puis, il a dit une autre phrase qui, pour moi, est extrêmement forte dans son discours et qui est extrêmement surprenante. Il a dit « Dieu m'a sauvé pour que je restaure la grandeur des États-Unis ». Alors, les deux n'ont aucun rapport, mais comment on doit interpréter ces deux séquences? Trump a été élu parce qu'il veut redonner du lustre aux États-Unis, qui sont clairement un empire sur le déclin. Je l'explique dans mon livre L'Amérique Empire. Les États-Unis n'ont jamais été aussi fatigués dans leur histoire. C'est clair qu'à différents moments dans leur courte histoire d'un peu plus de 200 ans, ils ont connu d'autres crises, ils ont connu une guerre civile, ils ont connu des guerres, mais ils s'en sont sortis, ils ont une capacité de résilience assez impressionnante. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont surendettés, ils ont un déficit commercial, le pays, il y a 40% d'obèses, plus 3 fois plus de suicides depuis le début de ce siècle aujourd'hui. Donc, et puis ce phénomène dévastateur du wokisme, cancel culture qui a opposé les Américains. Ils ne sont plus unis. Emmanuel Todd avait bien décrit que les Américains avaient avant la foi et les valeurs, puis après la Deuxième Guerre mondiale, ils n'avaient plus que les valeurs, et puis aujourd'hui, ils ont perdu la foi. Les Américains sont perdus. Ils sont perdus et l'économie va mal à un moment où, justement, la Russie renaît de ses cendres, la Chine renaît de ses cendres, l'Inde veut devenir une puissance mondiale, il y a les BRICS qui sont mis en place avec des pays qui ne sont plus intimidés, n'ont plus peur des États-Unis qui avaient cette politique de Roosevelt, du grand bâton. Donc, je pense qu'ils se rendent compte de ça et n'oublions pas que aussi, économiquement, la situation va mal aux États-Unis. Donc, Trump a été élu parce que avec sa façon bien particulière à lui de parler, il inspire de la confiance aux Américains. Il leur vend du rêve. C'est le quatrième mot le plus utilisé du discours d'inauguration de Trump ce soir, c'est le mot rêve. C'est pas pour rien. Il veut redonner du rêve aux Américains et quelque part, il a raison. Il faut un projet pour la nation. Et je pense que là-dedans, il y a beaucoup de projets qui vont pas voir le jour, mais c'est clair et net que si Trump veut être crédible, il va devoir mettre en place ses rêves pour les Américains. Il va leur dire, nous sommes une grande nation. Nous allons renaître de nos cendres comme un phénix. Il tient ce discours qui est lucide,
qui est lucide. Il commence tout de suite par son discours en disant voilà, on veut redevenir une grande nation, je vais stopper le déclin, mais la situation est difficile. Il va parler de l'immigration, il a parlé de l'inflation, il a parlé de l'économie. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est cette confiance que les Américains ont pour l'instant en Donald Trump de relancer l'Amérique. Et c'est tout ce programme Make America Great Again. C'est vraiment, tout est résumé dans cette phrase. Et c'est un peu les écuries d'Augias que Trump doit affronter. Hein. Je pense que même que c'est plus facile pour Hercule que Trump, parce qu'il a tant à faire à l'intérieur, dégrossir, dégraisser, lutter contre ce qu'il a appelé lui-même l'ennemi interne au sein même de l'administration américaine. Ça ne va pas être une sinécure. Il va se retrouver quand même avec des administrations qui vont le bloquer, des médias qui ne vont pas tous changer Kazakh du jour au lendemain, l'économie qui va relancer avec cette tentative de relancer les hydrocarbures, la réindustrialisation et les taxes aux frontières, et en même temps faire la paix avec la Russie et étendre sa sphère d'influence sur le continent américain. C'est gigantesque comme mission pour lui, mais il fait rêver les Américains. Et en les faisant rêver, eh bien, je pense que les Américains vont certainement plus facilement accepter quelques pilules difficiles à avaler à court terme, parce que tout ça ne va pas se faire sans accroc, mais il va falloir qu'ils délivrent. Il va falloir qu'ils disent « vous avez bien fait de me faire confiance parce que vous avez gagné plus de liberté, parce que nous avons mis les criminels derrière les barreaux, parce que nous avons réduit l'immigration, parce que nous avons signé la paix ». Et ce qu'il a fait, par exemple, il est très clairement responsable du traité, enfin pas du traité, mais en tout cas de la trêve qui a eu lieu entre le Hamas et Netanyahou. Il a une part de responsabilité, il l'a montré, donc il faut qu'il continue sur cette voie-là pour montrer qu'on pourra juger l'arbre à son fruit et qu'il va apporter une partie de ce rêve et qu'il va être cohérent par rapport à son programme. Ça va être très difficile pour lui, mais ça montre aussi à quel point la situation américaine est difficile. Parce qu'ils en sont, et c'est pas la petite force tranquille des Américains qui peuvent mettre en place les politiques qu'ils veulent aux États-Unis, dans le monde, et tout le monde doit suivre. La situation de l'extrême pauvreté aux États-Unis est un sujet extrêmement préoccupant. L'usage des drogues est extrêmement préoccupant. Et les États-Unis, aujourd'hui, des pays comme la Bolivie rejoignent les BRICS, et les Américains ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que même dans leur jardin ou leur arrière-cour d'Amérique du Sud, contrairement à ce que les Américains avaient toujours prétendu, ils n'ont plus le contrôle de cette zone. Hein. C'était la fameuse, en 1823, la doctrine de Monroe, hein, qui disait que les Amériques, c'était une chasse gardée pour les Américains. C'est même plus le cas aujourd'hui. Donc, Trump doit dire aux Américains, on va aller loin, on va aller sur Mars. Voilà, la probabilité que ça se fasse, c'est vraiment, je pense, minime, en tout cas sous la présidence de Trump. Mais il vend ce rêve. Et ça fait aussi partie du trip, si j'emploie ce mot-là, américain. C'est-à-dire il a aussi parlé de cette nation exceptionnelle. Il a reparlé de la destinée manifeste, ce côté messianique qui a irrigué le développement des États-Unis, qui a permis de faire des États-Unis un empire, et quelque chose avec lequel Trump veut renouer pour les Américains, contrairement à ses prédécesseurs qui avaient abandonné le peuple américain, qui ne faisait même plus rêver, et qui parlait de mondialisme, de wokisme, et qui était complètement déconnecté du monde réel. Trump veut essayer de redonner un peu de réel. Un peu de réel, il doit donner du réel s'il veut être crédible, tout en rêvant à des lendemains qui chantent. Et ça a séduit à des Américains. Et je pense que franchement, s'il veut être crédible, il va devoir délivrer, et il en est capable. On va voir. Il est entouré de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que lui. On va voir ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci Nicolas. Alors on a quitté un Olivier, on retrouve un autre Olivier. Nicolas, on va t'abandonner parce que tu nous as accordé beaucoup de temps, Merci pour l'invitation. C'est de la même manière que j'ai posé la question à Olivier Piton. C'est quoi ton actualité? Est-ce que toi aussi tu es en préparation d'un nouveau livre? Je prépare un nouveau livre qui sortira, je ne sais pas encore, on va voir, je ne l'annonce pas sur des dates, mais qui porte cette fois-ci sur la France. Donc voilà, une analyse un peu atypique, un peu pamphlétaire, un peu historique aussi, et géopolitique sur la France. Donc je travaille là-dessus, puis je continue la promotion de mon livre L'Amérique Empire.
Et avec West-Est, mon association, eh bien, on continue à essayer de développer des programmes de rapprochement entre peuples de l'Est et de l'Ouest européens qui croient qu'il y a un avenir à mieux travailler ensemble, mais qui se passe pas évidemment, qui peut se passer de l'Union européenne, quoi. Donc, en se connaissant mieux, on travaille mieux ensemble, on s'apprécie mieux. Et ça, fait partie des engagements de West-Est. Eh bien, merci. Alors, que tout le monde suive ton association, effectivement. Et on se retrouve, nous, sur GPTV pour Divergence. À très vite, Nicolas. Merci, merci beaucoup pour l'invitation. Intervention. Olivier, bonjour. Alors, salut Alexis. Voilà, si toi tu n'as pas de livre en préparation, je pense que tu vas être, j'ai eu que des invités avant toi qui préparaient des sorties de livres. On va tuer non, moi je sors pas de livre, moi je fais la promotion de ceux qui. Voilà, donc on va tuer le suspense. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Alors, zut, on a perdu ta caméra. Comment tu as vécu les choses? Ne t'inquiète pas, pas de souci. Comment tu as vécu les choses, toi, vu de Montréal? Bah, écoute, très grosse journée, oui. Extraordinaire discours de Donald Trump, honnêtement un des meilleurs qu'il ait fait. Très consensuel, ce qui est logique vu l'endroit où il est, dans le Capitole, etc. Tu peux pas te permettre d'envoyer des flèches, mais le message est quand même très fort. Il a quand même envoyé des flèches. Oui, mais c'est resté consensuel. Il est resté assez consensuel quand même. Tu vois, c'est pas du Trump trash. Ça reste de façon. Quand même. Oh, nous, on a trouvé ça plutôt consensuel, même si effectivement, il a envoyé plusieurs banderilles, mais il a fait un discours plutôt pro-américain pour les Américains, sans se préoccuper vraiment de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis. Mais ça, on s'y attendait, hein. C'est America First. On sent qu'il y a un pouvoir important. Enfin, on sent qu'il est fort, quoi. On voit qu'il est vraiment fort, qu'il s'impose. Et ça va être un peu l'idée qu'on a, c'est avec moi ou contre moi, quoi. En gros, c'est marche avec moi ou pas, quoi. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui ressort. Alors, je dirais même de ces deux discours, puisqu'il a repris la parole par la suite. Alors là, beaucoup moins consensuel pour le coup, avec des fois des interventions extrêmement surprenantes de la part d'une personne politique, notamment lorsqu'il y a J.D. Vance à côté de lui et qui dit... Ah, mais tu parles du deuxième discours, toi. Ouais. Non, moi je parle du premier. Ça, je suis d'accord avec toi. Sur le deuxième, effectivement, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a quand même des scènes qui sont extrêmement cocasses. Ah ouais. Il dit à J.D. Vance, à un moment, c'est un chouette type, c'est un chic type. D'ailleurs, sa femme est super. Enfin, je vais pas parler de sa femme, mais bon. Ceci étant, peut-être que s'il n'y avait pas sa femme, peut-être j'aurais pas choisi. C'est un peu singulier. Et avec Schumer aussi, avec Schumer. Et après, il s'adresse à Johnson à côté en disant lui aussi c'est un chic type, il bosse bien, tu bosses bien, etc. Bon, c'est quand même dommage qu'il y ait plein de gens qui votent contre toi. Mais t'es quand même un chic type. Mais il y a quand même plein de gens qui votent contre toi. Enfin, c'est quand même. Non, mais on s'entendait pas sur le premier. Moi, je parlais du premier discours qu'il a fait au Capitole, où là, c'est beaucoup plus consensuel, où il donne ses priorités. Mais là, si tu veux, on attend la signature des premiers ordres exécutifs, qui va d'ailleurs signer dans l'aréna des Capitols en public. C'est quasiment de la politique business, là, enfin show business. Ça, c'est incroyable. C'est même pas la Maison Blanche qui va le faire. Et donc là, on va adjoindre les actes à la parole, parce que bon, il dit, mais il va falloir voir ce qu'il signe, et ça va donner une grande idée de vers quoi il s'en va, sachant quand même que nous, on a déjà diffusé tout à l'heure la frontière d'El Paso qui est complètement bloquée. Terminé, c'est fermé, la police y est, et tous les gens qui avaient des rendez-vous pour l'immigration on leur a annoncé que c'était annulé. Donc il y a des images assez éprouvantes de migrants qui sont désespérés. Parce qu'il faut quand même pas oublier que derrière tout ça, c'est une tragédie humaine. Hein. Faut pas l'oublier quand même. Faut garder en tête que derrière des chiffres, des statistiques, il y a des hommes et des femmes quand même. Hein. Faut pas oublier ça. Je suis d'accord avec toi parce que justement dans sa deuxième intervention, il parle avec le gouverneur du Texas et le ton est très badin sur la question du mur, voire déshumanisé quelque part. Ouais, ça c'est très dur quand tu vois les images là qui remontent d'El Paso. C'est quand même des pauvres gens. Évidemment, il y a des criminels qui passent là-dedans, mais il y a quand même des pauvres familles et des gens qui aspirent à une meilleure vie.
Et pour eux, c'est dramatique. Donc, faut jamais oublier qu'il y a des humains derrière ça. C'est pas que des chiffres, des statistiques parce qu'on dit oui, il y a tant de millions, tant de centaines de mille, etc. Comme si c'était rien. Mais Ouais. derrière chaque chiffre, c'est un humain. Mm. Ne jamais oublier ça. Donc voilà. Mais d'un point de vue purement américano-américain, je Je te pense. coupe là-dessus parce que c'est vrai que dans le discours, à un moment, mais il y a même un moment qui est assez choquant, pour être franc. Il parle du mur, il s'adresse au gouverneur donc du Texas qui est dans la salle, et puis il parle de la construction du mur et en fait de la façon dont ils ont construit des matériaux, de la hauteur. Et à un moment, il parle justement de la hauteur qui a été choisie parce qu'il dit. Ouais, on m'a dit, sinon ils vont monter comme des lapins, ce sera trop facile. C'est quand même extrêmement violent, quoi. Oui, non, c'est violent. Moi, en fait, Alexis, je parlais du premier. Moi, je parlais pas Oui, du deuxième. Je parlais parce que les gens ont principalement vu le premier discours oui. au Capitole au moment de l'intronisation quand ils prêtent serment. Moi, je parle de celui-là où le deuxième est beaucoup plus violent. Bah, de toute façon, il y a son pire ennemi en politique à côté de lui, il y a Schumer, qui est pas son meilleur ami, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, si tu veux, on parlait du premier sur le deuxième. Oui, il est beaucoup plus dur, beaucoup plus violent. On retrouve le Trump des rallyes, le Trump de la campagne, etc. Mais à Washington, au Capitole, il a été beaucoup plus consensuel et il est obligé, vu le nombre de personnalités qu'il y a. Sachant que, à mon avis, au fond de lui, il en pense pas moins quand tu vois des mecs comme Zuckerberg qui viennent lui lécher la patte alors qu'il y a 4 ans, il le bannissait de Facebook, etc. C'est quand même assez Absolument. extraordinaire. Ce monde-là est vraiment sans foi ni loi, quoi. C'est comment tu peux faire ça? Mais bon, Trump le sait, il n'est pas idiot, il le sait très bien. Absolument. Alors, justement, c'est intéressant de t'avoir parmi nous. C'est quoi l'ambiance au Canada? On fête la future arrivée en tant que 51e État ou Non, véritablement c'est une blague qui finalement ne verra jamais jour? bah, écoute, on préjugera de rien, mais moi, si tu me demandes mon analyse de Donald Trump que je suis depuis longtemps, le 51e état, c'est regarder ma main droite, j'active la main droite et c'est la main gauche en fait qui deal par en dessous. Donc, je pense que c'est un trollage, comme il fait d'habitude. On appelle ça le code Trump, c'est-à-dire qu'en gros, il fait toujours ça. Hein. Il l'a déjà fait sur plein de sujets. Il envoie les journalistes et tout le monde sur un sujet comme ça, comme tous les hommes d'affaires, et il négocie de l'autre côté. Après je pense que le Groenland pourrait devenir un État américain. Ça, Oui. par contre, j'y crois beaucoup plus. Mais le Canada, non, ça apparaît quasiment impossible. Même si 15%, je crois, les sondages au Canada disent que 15% trouveraient ça bien, mais globalement, tout le monde est contre. Les gens sont contre. Ça reste le Canada est un immense pays. On est de quoi, 36, 38 millions, un truc comme ça, malgré les problèmes. Mais on sait que Justin Trudeau va sauter là, soit en mars, soit en octobre. Donc c'est terminé. Justin Trudeau qui a été rhabillé pour Pour l'hiver l'hiver, par Elon Musk. Hein. ouais, en beauté. Quand il lui a tweeté Hey girl, t'es même plus gouverneur du Canada. Et t'as vu, parlant de Trudeau, quel imbécile qui a bloqué Musk sur Twitter, alors que c'est le PDG de Twitter. C'est magnifique, ça. Non, mais. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Quels sont toi qui est véritablement la personne que je connais qui est le plus au fait de Trump et de la politique américaine, qu'est-ce qu'on attend comme grand décret? Quels sont globalement, je dirais, les grands décrets dont tu sais qu'il n'y a pas de doute, ils vont Ah, être pris? Et bah, quels sont ceux sur lesquels tu pourrais miser, mais tu n'es pas sûr? oh bah, je ne peux pas te dire. Moi, je t'ai dit, je lis pas dans l'art de café. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les décrets qui vont être signés ce soir, il y a l'état d'urgence, il l'a annoncé sur l'immigration avec les expulsions. Ça a déjà commencé. Et dès ce soir, il y Ouais. a ICE va faire des rafles, enfin des rafles, va arrêter des gens et les renvoyer. Il y a la fin du transgenrisme. Le wokisme, c'est terminé, c'est fini. Il a d'ailleurs dit dans son discours qu'il y a deux genres, hommes, femmes. Ouais. Donc ça c'est une grande avancée là-dedans. Pour le sport, par exemple, on ne fait plus concourir des transgenres dans le sport des hommes, etc. Je pense que on l'a vu avec Israël, c'est un homme de paix et de business, donc il va mettre fin à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, je parlais avec Xavier Moreau tout à l'heure, qu'on salue. Xavier, à qui je disais, c'est intéressant de voir que Poutine a réagi très vite, a Ouais. salué l'intronisation de Trump et lui a dit qu'il voulait des relations pacifiées avec les États-Unis.
On sait ce que ça sous-entend hein, en termes diplomatiques. Donc je pense qu'il va il va certainement y avoir la fin de ce conflit-là. Va-t-il remettre en place les accords de Abraham II? Il faut espérer, on espère en tout cas qu'on va s'en aller vers ça. Au niveau américain, il veut réindustrialiser à mort au niveau des États-Unis, surtout qu'il a Elon Musk avec lui, donc tout ce qui est robotique, etc. Ça, c'est très important, c'est un volet très important et ce sera America First. L'histoire des 25% sur les douanes américaines au Canada et au Mexique, évidemment que c'est une annonce, c'est pas 25%, ça peut être 5% sur un truc, 60% sur l'autre, 12% sur truc, 6% sur l'autre, etc. C'est une moyenne. Mais oui, de toute façon, on le sait, hein, il a été président pendant 4 ans, contrairement à ce que nos médias de grand chemin nous racontent. Trump a été au pouvoir pendant 4 ans, on a vu ce qu'il a fait économiquement, on sait que c'est un protectionniste, donc ne vous attendez pas à autre chose que ce qu'il a fait il y a 4 ans. Hein. Ça va pas, il y a 8 ans. Ça ne changera pas, ça changera pas. Donc, et les Américains, a priori, ne s'en plaignaient pas, puisqu'on dit qu'en 2020, il y a eu un sondage qui dit que 56% des Américains estimaient mieux vivre économiquement après 4 ans de Trump que 8 ans d'Obama. Donc, je vois pas pourquoi il changerait sa méthode. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ordre exécutif? Là, je t'avoue que j'ai 6 heures de live dans les pattes, donc j'ai plus tout en tête. Mais puis là, c'est maintenant. En plus, c'est maintenant qu'il va signer les ordres. C'est pour ça on va aller suivre ça parce il va signer les nouveaux ordres exécutifs. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais le principal, je te dis, c'est la sécurité intérieure, c'est l'immigration, l'économie et le transgenrisme. Je pense que le wokisme est terminé, quoi. Alors, toute la dernière liberté question. d'expression aussi, oui, voilà, je savais qu'il y avait un autre sujet dont on a parlé. La liberté d'expression, il l'a dit 2 fois. Il a dit que la liberté d'expression était fondamentale, qu'on allait retrouver d'arrêter la censure, d'où ce qui explique Zuckerberg et compagnie qui sont là-bas. Donc, on verra à l'épreuve parce qu'il peut décider ce qu'il veut, mais ça reste quand même des sociétés privées, donc elles font ce qu'elles veulent aussi. Donc, il faudra le voir à l'usage. Et je moi, pense que sa faculté de pression est suffisamment dissuasive. Forte. Toute dernière question parce que effectivement, comme tu le dis, tu as fait un marathon là, ces dernières heures. Je te remercie. C'est pas fini, hein, nous c'est pas fini. Hein, on est reparti encore pour au moins 5-6 heures ce sour. On va continuer parce que avec le décalage horaire, nous on est en plein dedans. Là, il est à peine arrivé là il est à peine arrivé au Capital Center. Et donc, où il va aller signer les ordres exécutifs, il y a encore des choses derrière, donc c'est pas fini, la soirée n'est pas finie. Comme la nuit de l'élection d'ailleurs. Merveilleuse nuit que tu avais organisée, c'est super. Je te remercie d'avoir été parmi nous là ce soir, d'être passé malgré la fatigue. Dernier petit mot, dernière petite phrase que je peux te demander. Finalement, vu d'Amérique du Nord, c'est plutôt un grand optimisme. Ah bah moi j'allais te le dire d'un point de vue personnel, moi je suis extrêmement heureux que Donald Trump soit réélu. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu sous Trump aux États-Unis. Je te cache pas que si il fait ce qu'il dit, c'est un grand changement. Et si les Américains changent, le monde change. Donc c'est important. Il a une telle force d'influence et une telle force de frappe que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va bouger. J'ai vu une déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui a dit que la guerre ne s'arrêterait pas demain et qu'on est parti pour longtemps. Si tu veux, quand je vois un truc comme ça du président français, je me dis mais quel guignol quoi, on croit rêver. Enfin, je veux dire, il décide de rien, c'est les Américains qui décident. Si demain matin Trump dit je finance plus, j'envoie plus d'armes, j'envoie plus d'argent, ça y est, c'est terminé. Macron, il peut raconter ce qu'il veut. Il vaut rien. Ce qui fait mal là-dedans, c'est de se dire, nous, en tant qu'Européens expatriés, on se dit que pour notre pays, pour l'Europe, ça va aller mal, quoi, parce que Trump ne fera pas de cadeau à l'Europe, ça, faut pas s'y attendre. Après, d'un point de vue de tout ce qui est wokisme, liberté d'expression, ça, oui, ça va donner un coup de pied dans la fourmilière. Mais d'un point de vue économique, il ne fera pas de cadeau à la France et à l'Europe, pas du tout. Ça, faut pas s'y attendre. Et j'espère, ça c'est un vœu personnel, que les relations russo-américaines se réchauffent, ce que je pense, puisqu'ils se sont toujours bien entendus, parce que c'est important pour la stabilité du monde, et puis que ce massacre à Gaza stoppe et qu'on trouve enfin une entente avec 2 États et qu'ils mettent tout ça en place, ce qu'il n'a pas pu faire lors de son premier mandat. On espère que cette fois-ci, il pourra, quoi. Il faut rester optimiste. Ouais, je te pose véritablement une toute dernière question parce que je l'ai posée et à Nicolas Mirkovic et à Olivier Piton avant toi. Il a une phrase qui était extrêmement forte. Il a dit « Dieu m'a sauvé pour que je restaure la grandeur des États-Unis ». Est-ce qu'il a un sentiment messianique
Donald Trump. Il a parlé des tentatives de le faire taire juridiquement. Il a après enchaîné en disant on a même tenté de me tuer, et il est arrivé sur le fait que Dieu est intervenu pour qu'il soit toujours en vie. Je peux pas te dire, Alexis. C'est un homme en mission, Trump, aujourd'hui? Moi, je dis que c'est un homme protégé. T'as ma réponse. C'est un homme protégé. Le truc, si tu veux, c'est quand tu sais qu'ils ont tenté 3 fois, dont une fois où il tourne la tête et la balle lui passe à 1 centimètre. C'est un homme protégé, en mission peut-être. Une chose est sûre, je vais te raconter une anecdote que m'a toujours raconté André Berkoff et qui a beaucoup de sens. En 2016, André Berkoff suivait la campagne de Trump et il est allé dans les meetings. Et il demandait à des Américains, il disait, mais pourquoi vous votez pour Donald Trump alors qu'il fait partie du système, il est milliardaire, etc. Et les Américains répondaient quelque chose de très intéressant. Ils répondaient, c'est justement pour ça qu'on vote pour lui, il est incorruptible, inachetable. C'est vrai. Et donc, il aime son peuple. Cet homme a 78 ans. Il lui reste quelques années à vivre, le plus longtemps possible, mais quelques années à vivre. Il est milliardaire, il pourrait jouer au golf toute la journée et il se bat pour son pays et pour son peuple. La première fois, tu peux te dire, bon, c'est de l'ego. La deuxième fois, on n'est plus dans l'ego. C'est vraiment, tu le sens. Et d'ailleurs, moi-même qui ai participé à un meeting de Donald Trump l'été dernier, j'ai toujours raconté dans des directs que c'est une énergie absolument incroyable. Le jour où cet homme décédera aux États-Unis, ce sera un drame national. Il faut se rendre compte de ce qui dégage, de ce que les gens ressentent. Et ça, c'est pas fin. Il est peut-être dans le système, il est peut-être milliardaire, il évolue dans les élites, etc. Mais il aime son peuple, il aime l'Amérique. C'est vraiment un vrai patriote au sens premier littéral du terme. Maintenant, est-ce que Dieu intervient ou pas? Je peux pas te le dire. Ce que je peux te dire, c'est que ce matin, il était à la messe, ce que n'a pas été ce que Biden n'a pas fait il y a 4 ans. Donc voilà, oui, il a la foi, il est croyant. Est-ce qu'il a une mission de Dieu? Je suis pas Donald Trump, mais je pense par contre qu'il a des anges ou des guides au-dessus de la tête qui le protègent. Ça, oui. Je te remercie 1000 fois. Alors, Olivier, c'est quoi ton actualité et l'actualité de votre collectif? Bah, écoute, moi, notre actualité, c'est avec les productions France-Québec. On prépare une nouvelle conférence à Montréal au mois de mars ou avril sur le journalisme en partenariat avec Toxin. Et je vais certainement faire venir Del Bigtree, qui est le producteur qui fait de iWire, parce que j'étais à Austin, au Texas, la semaine dernière avec le professeur Raoult pour un très bon podcast, d'ailleurs, que je recommande à tout le monde d'écouter. J'ai suivi avec... Ouais, c'est une énorme entrevue de 2h30 qu'a donné le professeur Raoult. Elle est exceptionnelle. Et je prépare un très gros événement. On croise les doigts que ça aboutisse. C'est l'avenue de professeur Raoult avec Bobby Kennedy à Montréal en juin ou à la rentrée septembre. Donc, on travaille là-dessus. Puis, je continue toujours à faire mon boulot d'attaché de presse, c'est-à-dire placer des gens comme toi, Xavier et d'autres, dans les médias au maximum pour que ceux qui n'ont pas la parole aient la parole. Voilà. Ah bah, merci 1000 fois, toujours passionnant. Et puis c'est vrai que le lien, tu l'as noté sur ton intitulé, donc c'est www.production France-Québec. Production FQ, c'est www.productionfq.com. Comme France-Québec, c'est là où on publie les flyers des conférences qu'on organise. Donc, c'est des conférences exceptionnelles, des invités. Enfin, vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Olivier, 1000 fois merci. Merci, Alexis. Bon courage. La nuit va être longue. On y retourne. On sera d'ailleurs en direct encore cette nuit avec Toxin, avec Clémence Diakouva pour débriefer justement ce qui s'est passé toute la journée. Eh ben, excellent. Allez, bon courage. Un peu de café. Et puis, au studio. Merci, Alexis. Au revoir. Nous, on va se quitter sur cette émission avec l'interview que l'on a fait tout à l'heure avec Tomasovic. On parle justement dans cette interview de la question de l'internet. Est-ce que effectivement il y a une velléité de la part de Donald Trump, je dirais, de monopoliser les réseaux sociaux mondiaux? Tout de suite, la réponse. Alors.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur cet épisode spécial investiture de Donald Trump. On reçoit aujourd'hui Tomasovic pour parler justement de cette investiture. Thomas, on l'a vu, et Elon Musk donc fait partie de l'équipe du nouveau 47e président des États-Unis, c'est désormais officiel. On a vu effectivement que sur les réseaux sociaux, en tout cas sur les vecteurs de communication tels que TikTok, il y a effectivement une volonté farouche peut-être de reprendre le lead. Où en est-on un petit peu sur la situation? Alors, c'est vrai que justement, on n'en est pas au coup d'essai, on va dire, de reprendre les réseaux sociaux du camp démocrate par les républicains, parce que, comme tu as pu évoquer, Elon Musk est de la partie, Elon Musk qui avait racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, ce qui était déjà surévalué à l'époque. Et justement, donc il y a 2 jours, le 19 janvier, était la date limite de la reprise de TikTok par un fonds, quelqu'un aux États-Unis ou ailleurs, du moment qu'il ne soit pas chinois. Alors, en fait, c'était arrivé jusqu'à expiration, parce que TikTok a été réellement bloqué le début du 19 janvier par les États-Unis. C'est même TikTok eux-mêmes qui sont auto-bloqués, c'est-à-dire qu'ils auraient pu tenter le diable, mais ils ne l'ont pas fait. Pour autant, Trump a sauvé TikTok. Pour autant, en 2020, il a été un farouche anti-TikTok, où il voulait justement vendre TikTok pour être racheté par des Américains de préférence forcément, parce qu'on sait très bien son amour pour la Chine et surtout tout ce qui vient de Chine. Et voilà, le contrôle de la sécurité des utilisateurs américains et un peu au niveau du monde d'ailleurs, c'était d'abord vraiment ce qu'il avait vraiment envie de faire. Bon, ils étaient allés devant la cour, ByteDance, donc le propriétaire de TikTok, ils avaient eu gain de cause. Mais c'est en 2023 que des fois, maintenant, c'est les démocrates qui ont dit oui, on va bloquer TikTok. Donc, c'était à l'époque du gouvernement Biden qui vient tout juste de finir. Et là, ils ont poussé du coup jusqu'au 19 janvier, qui était la date limite, forcément la veille de l'investiture de Donald Trump, pour un petit peu pousser TikTok à la vente juste avant le changement de président. Mettre une petite bombe à retardement juste avant pour bien s'amuser. Ça, on a l'habitude avec les démocrates, j'ai envie de dire. Mais là, en fait, ça n'a pas vraiment bougé, parce que Trump a dit bon, ok, on va repousser. Il n'a pas vraiment, c'est pas du tout sa priorité à Donald Trump. Maintenant qu'il est président, pour être honnête, TikTok n'est pas sa priorité. Pour rappel, il y avait Elon Musk qui a fait une proposition pour racheter encore plus du coup TikTok. Il y avait même le plus grand YouTuber mondial, MrBeast, qui a aussi proposé de racheter TikTok, avec, alors pas lui uniquement, même si selon les analyses, il serait à peu près milliardaire. Avec 1 milliard, on ne pourra pas racheter TikTok, parce que TikTok, ByteDance, le propriétaire de TikTok, vaut à peu près 300 milliards. La partie TikTok Amérique vaut au moins quelques dizaines. Donc voilà, ce n'est pas tout le monde qui pourra racheter ça. Et surtout que s'il y a quelqu'un qui doit racheter TikTok, ce sera sûrement TikTok Monde au final. Parce que forcément que les Européens sont en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis pour faire exactement pareil. On sait très bien l'amour qu'ils ont déjà pour Elon Musk, qui n'est pas de leur camp, quitte à pousser peut-être à la clôture de Twitter, du moins sur le sol de l'Union européenne. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils, derrière, cherchent à vendre aussi, du moins à racheter, à forcer à la vente TikTok. Sur le territoire de l'Union européenne. Bon, c'est comme ça, on sait très bien leur amour de la liberté d'expression et de la liberté d'entreprendre, surtout chez eux. Mais voilà, on verra dans les jours et semaines à venir ce qui adviendra de TikTok. C'est sûr, par contre, que la guerre des réseaux sociaux va continuer, parce que les États-Unis veulent, que ce soit d'ailleurs démocrates ou républicains, au vu de l'histoire récente de TikTok, veulent contrôler vraiment l'Internet mondial et vraiment chercher à tout contrôler de A à Z, afin de n'avoir aucune concurrence, non pas des amis ou alliés européens qui, eux, ne sont rien comparés à ça, face à la Chine, qu'ils veulent absolument défier.
Merci beaucoup pour cette vision globale de Trump et des réseaux sociaux. Alors on verra effectivement s'il y a une tentative de monopole dans les semaines à venir ou si c'est juste un levier de négociation éventuellement futur avec la Chine dans le cadre des débats qui auront lieu entre le président Trump, désormais 46e président des États-Unis d'Amérique, et donc le président chinois. Thomas Sovich, on se retrouve très vite sur Divergence Politique et puis on se retrouve bien entendu sur l'ensemble des programmes que tu co-animes alors dans Divergence sur GPTV et puis sur ta chaîne éponyme Thomas Sovich. À très bientôt. À très bientôt, merci. Eh bien voilà, on a fini cette longue émission, plus d'1h30, pour parler de cette journée exceptionnelle d'investiture pour le 46e donc président des États-Unis d'Amérique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit like, n'hésitez pas à partager avec vos amis cette vidéo et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Divergence Politique sur YouTube. Sur Telegram, sur le canal Telegram, vous aurez toutes les infos, toutes les émissions, des sondages, il y a plein de choses sympathiques, donc n'hésitez pas sur Telegram à vous abonner également et si vous utilisez Twitter, de la même manière, sur Twitter. Voilà, je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine finalement et je vous dis à très vite pour de nouveaux programmes.